Pour mon anniversaire. Maman m'a envoyé le même message que l'année dernière. Les mêmes mots, la même faute de frappe. J'ai vérifié. Elle ne l'a même pas retapé. J'ai répondu « Merci, maman » et je suis resté assis dans ma voiture pendant 40 minutes. Je m'appelle Elliot. J'ai 32 ans. Et je veux vous parler du moment où j'ai réalisé que ma mère avait fait le strict minimum pour m'aimer pendant probablement toute ma vie d'adulte. Et je ne le dis pas métaphoriquement. Je veux dire qu'elle a littéralement copié-collé un message d'anniversaire de l'année précédente, faute de frappe comprise, et me l'a envoyé comme si je n'allais pas le remarquer. Comme si j'étais un client à qui elle envoyait une newsletter trimestrielle. Joyeux anniversaire, mon chéri. J'espère que ton année sera incroyable. C'était tout. Le même message, la même version erronée de votre E unique et de chéri. Je sais, car j'ai fait défiler vers le haut et comparé les deux côte à côte, en étant assis dans le parking d'un Home Depot. Et je suis resté là pendant 40 minutes, fixant mon téléphone comme s'il venait de m'annoncer qu'il me restait 6 mois à vivre. Mais je m'avance un peu trop. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai grandi à Ridgeway, en Caroline du Sud, qui est l'une de ces villes où tout le monde connaît tout le monde, et où la plupart des gens sont apparentés. Ma mère, Francine, était le genre de femme qui pouvait illuminer une pièce si elle le voulait et vous faire sentir comme un meuble si elle n'en avait pas envie. Elle avait cette capacité à vous faire sentir comme la personne la plus importante du monde pendant environ 11 secondes, puis à vous oublier pendant les 6 semaines suivantes. En grandissant, il y avait moi, ma jeune sœur Sutton et notre père Boone, qui est décédé quand j'avais 19 ans. Crise cardiaque à 51 ans. Il est tombé dans le garage en changeant un pneu un samedi matin. Sans avertissement, sans adieu, juste parti. Après la mort de papa, les choses ont changé. Sutton avait 16 ans à l'époque et vivait encore à la maison. Elle est donc devenue le centre de l'univers de maman par défaut. J'étais déjà en 2e année à Clemson, travaillant 2 emplois pour couvrir ce que mes bourses ne couvraient pas. Et je pense que dans l'esprit de maman, j'avais déjà quitté le nid. Comme si j'avais été diplômé de mon statut de fils pour devenir une connaissance avec qui elle partageait un peu d'ADN. Pendant ce temps, Sutton a tout reçu. Pas de manière malveillante, du moins pas au début. Maman a simplement déversé toute son énergie émotionnelle restante sur un enfant, et ce n'était pas moi. Je ne ressentais pas de ressentiment envers Sutton pour cela. C'était une adolescente qui venait de perdre son père. Elle avait besoin de maman. Je comprenais ça. Ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi maman semblait activement éviter de me parler après cela. Les appels téléphoniques sont devenus plus courts. Les visites ressemblaient à des obligations. Quand j'ai été diplômé de l'université, elle est venue à la cérémonie mais a passé la plupart du temps au téléphone avec Sutton, qui n'avait pas voulu faire le trajet. Quand j'ai décroché mon premier vrai emploi en tant qu'ingénieur civil dans un cabinet à Charleston, maman a dit « Oh, c'est bien, ma chérie ». Sur le même ton que celui que vous utiliseriez si quelqu'un vous disait qu'il a trouvé une place de parking décente. Quand Sutton a été accepté dans un programme de cosmétologie en Colombie, maman a organisé une fête, une vraie fête avec un gâteau sur lequel il était écrit « Future Boss Babe » en glaçage rose. Écoutez, je ne tiens pas à jour un compte. D'accord, je tiens un peu à jour un compte, mais le fait est que le schéma se construisait depuis plus d'une décennie. Et je continuais à me dire que c'était dans ma tête, que j'étais sensible. Que maman m'aimait. Elle le montrait juste différemment. C'est ce que les thérapeutes appellent un mécanisme d'adaptation et ce que j'appelle se mentir à soi-même avec des mots plus sophistiqués. J'ai rencontré ma femme, Darcy, quand j'avais 26 ans. Elle était infirmière aux urgences et n'avait absolument aucune patience pour les absurdités, ce qui explique probablement pourquoi elle m'aimait bien, car j'étais la personne la moins absurde qu'elle ait jamais rencontrée. Darcy a été la première à dire à voix haute ce que je ressentais depuis des années. Nous rentrions d'un dîner de Thanksgiving chez maman. Et elle m'a simplement regardé et a dit « Elliot, ta mère te traite comme une voisine polie. Tu sais ça, n'est-ce pas ?» Et j'ai répondu « Elle n'est juste pas douée pour montrer son affection. » Et Darcy a dit « Elle a montré beaucoup d'affection à Sutton. Elle a montré de l'affection au chien. Elle a montré plus d'affection à la tarte au pacan qu'à toi. » Elle n'avait pas tort. Maman avait littéralement serré le plat à tarte quand Sutton l'avait apporté. Elle l'avait cajolé comme un nouveau-né. Elle avait dit à Sutton qu'elle était un génie.
J'avais apporté une trempette à cette couche sur laquelle j'avais passé 2 heures et maman l'avait déplacée à l'arrière du comptoir pour faire de la place à un sac de petits pains achetés en magasin. Mais je continuais à me présenter à chaque fête, chaque anniversaire, chaque réunion de famille. Je faisais 3 heures de route aller-retour, j'apportais quelque chose de réfléchi, je m'enquière de sa vie, j'aidais à la maison, je réparais tout ce qui était cassé. Et à chaque fois, je repartais en ayant l'impression d'avoir assisté à une fête à laquelle je n'étais pas invité. Sutton se prélassait sur le canapé à parler de ses ongles pendant que j'étais sous l'évier de la cuisine à remplacer un broyeur à ordures. Et maman passait juste devant moi pour demander à Sutton si elle voulait plus de thé sucré. L'histoire du message d'anniversaire s'était en fait déjà produite, mais je ne l'avais pas remarqué. C'est Darcy qui l'avait remarqué. Pour mon 31e anniversaire, maman m'a envoyé un message à 2 heures de l'après-midi. Pas le matin, l'après-midi. Comme si elle venait de s'en souvenir entre le déjeuner et ses séries. Joyeux anniversaire, mon chéri. J'espère que ton année sera incroyable. Je l'ai montré à Darcy et elle a dit, c'est gentil. Et je l'ai cru parce que je le voulais. Puis, pour mon 32e anniversaire, presque exactement un an plus tard, le même message est arrivé. 2h17 de l'après-midi. Je n'allais même pas le regarder de près, mais Darcy a attrapé mon téléphone, a plissé les yeux sur l'écran et a dit « Attends, ne t'a-t-elle pas envoyé exactement le même message l'année dernière ?» J'ai dit « Pas possible. » Elle a dit « Fais défiler vers le haut. » Alors, je l'ai fait. Et là, c'était mot pour mot, la même faute d'orthographe, la même ponctuation incorrecte, la même chose. Elle ne l'avait même pas retapé. Elle était allée dans notre fil de discussion, avait trouvé le message de l'année dernière et l'avait renvoyé. Ou peut-être que son téléphone l'avait suggéré automatiquement. Quoi qu'il en soit, elle ne s'est pas assez souciée de moi pour écrire une nouvelle phrase. Une seule phrase pour l'anniversaire de son fils. J'ai répondu « Merci, maman » et j'ai posé mon téléphone sur la console centrale. Et puis, je suis resté assis là. Darcy était allé à l'intérieur de Home Depot chercher des tringles de tiroir pour la rénovation de la cuisine que nous faisions. Et je lui avais dit que j'attendrais dans la voiture. C'était un mensonge. Je veux dire, j'ai bien attendu dans la voiture, mais la raison n'était pas que je ne voulais pas entrer. La raison était que je ne pouvais pas bouger. 40 minutes. C'est le temps pendant lequel je suis resté assis là. Le moteur était éteint. C'était tout en Caroline du Sud, ce qui signifie que l'intérieur de cette voiture était à peu près à la température d'un four à convection. Et je m'en fichais. Je suis juste resté là, à transpirer et à fixer ces 2 messages identiques. Et quelque chose en moi a finalement cédé. Pas cassé. Cédé, comme un barrage qui retient l'eau depuis 13 ans et qui finit par obtenir cette première ligne de fracture traversant le béton. Je n'étais pas triste. Exactement. J'étais juste las. Las de faire semblant que ça ne faisait pas mal. Las de faire semblant qu'elle allait changer. Las de faire semblant que se présenter, être fiable et être le fils qui réparait les choses et ne se plaignait jamais allait finir par suffire. Quand Darcy est revenu à la voiture avec 2 sacs et un air confus sur le visage, j'ai dit, je pense que j'en ai fini avec ma mère. Elle a posé les sacs sur la banquette arrière, est montée, m'a regardé et a dit, d'accord, alors nous avons terminé. Pas de discussion. Pas de, es-tu sûr? Pas de, mais elle est ta mère. Juste, d'accord, alors nous avons terminé. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais épousé la bonne personne. Mais voilà ce qu'il en est quand on en a terminé avec quelqu'un. On n'appuie pas sur un interrupteur et la douleur disparaît soudainement. On appuie sur l'interrupteur, puis on doit rester dans le noir pendant un moment et trouver où se trouve tout le mobilier. Après l'incident du message d'anniversaire, je n'ai pas fait d'annonce grandiose. Je n'ai pas appelé maman pour lui dire ces 4 vérités. J'ai simplement arrêté discrètement d'initier. Fini les appels de suivi. Fini les offres de venir réparer des choses chez elle. Fini d'être le premier à tendre la main. Je voulais voir combien de temps il faudrait pour qu'elle le remarque. Darcy a dit que je menais une expérience, et elle n'avait pas tort. Je me suis dit que j'avais juste besoin d'espace, mais au fond, je testais une théorie que j'avais eu peur de tester pendant des années. La théorie était simple. Si j'arrêtais de rechercher l'attention de ma mère, elle ne viendrait pas me chercher. Et j'avais raison. 3 semaines passèrent. Rien.
Pas d'appel, pas de message, pas de « Comment vas-tu ?» J'ai vérifié mon téléphone plus que je ne veux l'admettre pendant ces 3 semaines. Chaque fois qu'il vibrait, une stupide partie de moi pleine d'espoir pensait que c'était elle. Ce n'était jamais elle. C'était des appels spam et des mises à jour de Football Fantasy et Darcy m'envoyant des photos de carrelage de cuisine pendant des semaines, 5 semaines, 6, rien. Après 7 semaines, j'ai reçu un message de Sutton, pas de maman, de Sutton, et il disait « Salut, maman veut savoir si tu viens pour Thanksgiving. Elle m'a dit de te demander. Elle m'a dit de te demander. Pas qu'elle veut te parler. Pas qu'elle te manque. Elle a sous-traité la question à ma sœur. Comme si j'étais un fournisseur avec qui elle devait confirmer une livraison. J'ai fixé ce message pendant longtemps aussi. Mais cette fois, je n'étais pas triste. J'étais juste fatigué. J'ai répondu, dis à maman que si elle veut savoir, elle peut me demander elle-même. Sutton a répondu avec un emoji de pouce levé, ce qui m'a dit tout ce que je devais savoir sur le sérieux avec lequel n'importe qui dans cette famille prenait mes sentiments. 2 jours plus tard, maman a appelé. La première fois en presque 2 mois. J'ai laissé sonner 2 fois parce que j'avais besoin d'une seconde pour respirer. Et puis, j'ai répondu. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a commencé par « Sutton dit que tu es difficile à propos de Thanksgiving. » Difficile ? J'étais difficile pour vouloir que ma mère m'appelle elle-même ? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Je ne suis pas difficile, maman, je pense juste que si tu veux m'inviter à Thanksgiving, tu pourrais décrocher le téléphone toi-même au lieu d'envoyer Sutton comme messagère. » Il y a eu une pause. Et puis elle a dit « Eh bien, je t'appelle maintenant, n'est-ce pas ?» Comme, c'était censé être une victoire. Je lui ai dit que je n'étais pas encore sûr pour Thanksgiving. Elle a dit « Oh, alors c'est Darcy qui te met des idées dans la tête. » Et c'est là que la fissure dans le barrage s'est un peu élargie. J'ai dit « Personne ne me met d'idées dans la tête. Je suis un homme de 32 ans. » Elle a ri. A vraiment ri. Pas un rire méchant, plutôt un rire « Oh, s'il vous plaît », ce qui était peut-être pire. Elle a dit « Elliot, tu as toujours été le sensible. Ton père était pareil. » Et puis, presque comme une idée après coup, juste pour te tenir au courant pour Thanksgiving. Sutton amène son copain et j'ai besoin d'un décompte pour la dinde. C'était tout. C'était tout l'appel. Pas de « tu me manques ». Pas de « est-ce que tout va bien ». Pas de « je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis 2 mois ». Juste des détails logistiques de Thanksgiving et un déni désinvolte de tout ce que je ressentais. J'ai raccroché et je me suis assis sur le bord du lit, et Darcy est entrée et s'est assise à côté de moi et n'a rien dit pendant un moment. Puis elle a dit « Tu vas bien ?» Et j'ai dit « Elle m'a comparé à papa. » Comme si être sensible était une maladie qu'il m'avait transmise. Darcy m'a posé la main sur le genou et a dit « Ton père avait l'air d'être un homme merveilleux. Si être comme lui est la pire chose chez toi, je pense que tu t'en sors bien. » J'ai failli craquer à ce moment-là, mais je me suis retenu, de justesse. J'ai fini par aller à Thanksgiving parce que je suis un idiot. Darcy a essayé de m'en dissuader, mais j'avais cette illusion qu'être en face à face serait différent. Que peut-être maman me verrait en personne et se souviendrait qu'elle avait un fils, pas seulement une fille et un homme à tout faire. Nous avons fait les 3 heures de route jusqu'à Ridgeway, avons apporté un cheesecake à la citrouille que Darcy avait passé toute la matinée à préparer, et sommes entrés pour trouver la maison déjà pleine. Sutton était là avec son copain, Grady, qui était exactement le genre de gars à qui on s'attendrait de la part de quelqu'un nommé Grady. Poignée de main vigoureuse, vocabulaire limité, beaucoup de sourires sans dire quelque chose d'intéressant. Maman s'occupait d'eux comme s'ils étaient de la royauté en visite. Elle avait sorti les photos de bébé de Sutton sur la table basse, ce qui était une nouveauté. Quand nous sommes entrés, maman a dit « Oh, Elliot, bien. Tu es arrivé. Peux-tu vérifier le four ? Je pense que la température est déréglée. » Pas de câlin. Pas de « content de te voir. » Juste une demande d'entretien. Darcy m'a serré la main si fort que j'ai pensé qu'elle allait se casser un doigt. J'ai vérifié le four. Il allait bien. La température était exactement celle qu'elle devait être, ce qui était à la fois littéralement et métaphoriquement approprié. Le dîner était le spectacle habituel. Maman a passé tout le repas à interroger Sutton sur son salon, sur Grady, sur leur appartement.
Elle a interrogé Grady sur son travail de garagiste comme s'il décrivait des recherches de prix Nobel. Pendant ce temps, je venais d'être promu chef de projet dans mon cabinet, supervisant un projet d'infrastructure de 14 millions de dollars, et personne ne m'a posé de questions jusqu'à ce que Darcy dise « Elliot vient d'avoir une grosse promotion ». Maman a dit « Oh, c'est super, ma chérie », sans lever les yeux de la casserole de haricots verts. Le même ton, le même dédain. Après le dîner, j'étais dans la cuisine à faire la vaisselle parce que, bien sûr, c'était moi. Et Sutton est venu chercher plus de vin. Elle a dit « Maman m'a dit que tu étais bizarre au téléphone ». J'ai dit « Je demandais à être traité comme un membre de cette famille ». Elle a levé les yeux au ciel, les a vraiment levés. Elle a dit « Lio, tu fais toujours tout à propos de toi. Maman t'aime. Elle ne sait juste pas comment gérer ton côté un peu intense. » Mon côté, un peu intense. J'ai dit qu'elle m'avait envoyé le même message d'anniversaire 2 années de suite. Elle ne l'avait même pas retapé. Sutton a haussé les épaules. Alors, elle a 63 ans. Elle n'est pas douée avec les téléphones. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu présenter 13 ans de preuves, mais j'argumentais mon cas devant un jury qui n'a pas voulu l'entendre pendant plus d'une décennie. Alors, j'ai juste dit, ouais, peut-être que tu as raison. Et j'ai fini la vaisselle. Le véritable point de rupture est arrivé après le dessert. Nous étions tous dans le salon et maman a sorti un album photo, un que je n'avais jamais vu auparavant. Elle l'avait confectionné au cours de la dernière année, a-t-elle dit. Une collection de ses souvenirs de famille préférés. Elle a commencé à le feuilleter avec Sutton et Grady, commentant chaque photo, le premier récital de danse de Sutton, le bal de promo de Sutton, la remise de diplôme de Sutton, Sutton à la plage, le premier jour de Sutton au salon, Sutton. Sutton, Sutton, page après page. Je suis resté assis là, attendant une photo de moi, de papa, ou des 4 ensemble. 23 pages. Pas une seule photo de moi. Pas une. L'album entier était un hôtel dédié à une fille, et l'autre enfant n'y existait pas du tout. Darcy l'a remarqué avant moi. Elle était assise à côté de moi et j'ai senti qu'elle s'immobilisait. Ce genre d'immobilité où l'on sait que quelqu'un est furieux mais se contrôle. Elle m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux. Elle me demandait si j'allais bien. Je n'allais pas bien. Je me suis excusé pour aller à la salle de bain, j'ai fermé la porte, je me suis appuyé contre l'évier et je suis resté là, respirant. J'entendais leur rire dans le salon. Maman racontait une histoire sur le spectacle de talent de 8e année de Sutton. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit à voix très basse, je ne suis pas fou. C'est réel et je mérite mieux que ça. Quand je suis revenu dans le salon, Darcy avait son manteau. Elle a dit, nous devrions y aller. Longue route. Maman n'a pas protesté. Elle a serré Sutton dans ses bras en guise d'adieu, comme si elle partait à la guerre. Elle nous a fait signe depuis le porche. Nous a fait signe comme si nous étions les livreurs de pizza qui quittaient l'allée. Nous étions à environ 30 minutes de route de retour quand Darcy a dit qu'il n'y avait pas une seule photo de toi dans cet album. J'ai dit, je sais. Elle a dit, pas une. J'ai dit, je sais. Elle est restée silencieuse pendant 1 minute, puis elle a dit, Elliot. Je t'aime et j'ai besoin que tu m'entendes quand je dis ceci. Tu n'es pas le problème. Tu n'as jamais été le problème et tu n'as pas à continuer à entrer dans cette maison et à faire semblant que cela ne te détruit pas à chaque fois que tu pars. Je n'ai rien dit. Je me suis contenté de conduire, et quelque part autour du kilomètre 47 sur l'Interstate 26, j'ai commencé à pleurer. Pas fort, pas dramatique, juste des larmes silencieuses coulant sur mon visage dans le noir pendant que ma femme me tenait la main par-dessus la console centrale et ne disait pas un mot. Et ce fut le dernier Thanksgiving que j'ai passé dans cette maison. Les semaines qui ont suivi Thanksgiving ont été difficiles. J'aimerais pouvoir vous dire que je suis parti de cette maison et que je me suis immédiatement senti libéré, comme si un poids avait été levé et que soudain, les oiseaux chantaient et le soleil était plus brillant. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis senti vidé, comme si quelqu'un avait creusé mes entrailles avec une cuillère à melon et laissé la coquille debout. Je suis allé travailler. Je suis rentré à la maison. J'ai mangé. Je me suis couché. Répété. Darcy me regardait avec cette inquiétude silencieuse qu'elle a. Le genre où elle n'insiste pas, mais vous savez qu'elle est prête dès que vous avez besoin d'elle.
Noël est arrivé et est reparti. Je ne suis pas allé chez maman, je ne l'ai pas appelée. Elle a envoyé un message de groupe à moi et Sutton qui disait « Joyeux Noël. Je vous aime les filles ». Les filles, au pluriel, ce qui signifiait soit qu'elle me mettait dans le même sac que Sutton, soit qu'elle voulait l'envoyer juste à Sutton et m'a inclus par erreur. Quoi qu'il en soit, c'était le genre de chose qui aurait été drôle si cela ne m'avait pas donné envie de jeter mon téléphone dans la rivière Cooper. J'ai dit à Darcy que je voulais essayer la thérapie. Elle n'a pas fait de triomphe à ce sujet, ce que j'ai apprécié. Elle a juste dit « Je pense que c'est une bonne idée ». Et m'a tendu son ordinateur portable pour que je trouve quelqu'un. J'ai trouvé un homme nommé Dr. Ham qui avait un bureau à environ 10 minutes de notre maison et un profil en ligne qui disait qu'il était spécialisé dans l'aliénation familiale et les enfants adultes de parents émotionnellement indisponibles. Cela ressemblait à une attaque personnelle, mais j'ai quand même pris rendez-vous. Le Dr. Ham avait la soixantaine, une barbe comme un général de la guerre de sécession, et parlait comme s'il avait tout le temps du monde. Lors de la première séance, j'ai passé 45 minutes à donner le contexte, et il a juste écouté. À la fin, il a dit quelque chose qui m'a frappé comme un train de marchandises. Il a dit, « Elliot, on dirait que vous avez auditionné pour un rôle pour lequel votre mère a déjà choisi quelqu'un d'autre, et peu importe la qualité de votre performance, vous n'obtiendrez jamais le rôle. » J'ai réfléchi à cela pendant environ 10 secondes, puis j'ai dit, « Eh bien, c'est dévastateur. » Il a dit, « Ça l'est, mais c'est aussi le début de quelque chose, car une fois que vous arrêtez d'auditionner, vous pouvez commencer à jouer pour un public qui veut vraiment vous voir. » La thérapie a ouvert des portes d'une manière que je n'attendais pas. J'ai commencé à reconnaître des schémas auxquels j'avais été aveugle. La façon dont j'avais toujours été celui qui réparait tout dans chaque relation, pas seulement avec maman. La façon dont je disais oui à tout au travail parce que j'avais peur d'être considéré comme difficile ou ingrat. La façon dont je minimisais mes propres réalisations parce que j'avais été conditionné à croire qu'elles n'avaient pas d'importance. Le docteur m'appelait cela le « conditionnement à l'invisibilité émotionnelle », ce qui ressemble à quelque chose d'un film de super-héros, mais c'est en fait ce qui se passe quand votre parent vous traite constamment comme du bruit de fond. Vous commencez à croire que vous êtes du bruit de fond. La première chose qui a commencé à changer a été mon travail. J'étais un bon ingénieur depuis des années, solide et fiable, mais j'avais toujours laissé d'autres personnes prendre le crédit, monter sur scène, présenter les grandes idées. Après quelques mois de thérapie, quelque chose a changé. Nous avons eu une réunion sur un nouveau projet municipal, une revitalisation du front de mer qui allait être la plus grande chose que notre cabinet ait faite depuis une décennie. Mon patron, un homme nommé Sheffard, qui était dans l'industrie depuis 30 ans, a demandé si quelqu'un avait des idées sur les défis de drainage. Normalement, j'aurais attendu que quelqu'un d'autre parle en premier. Au lieu de cela, j'ai levé la main et j'ai présenté une solution à laquelle je pensais depuis des semaines. Un système de biofiltration à plusieurs niveaux intégré à un pavage perméable qui gérerait les eaux pluviales sans l'infrastructure souterraine massive prévue dans le plan initial. La pièce est devenue silencieuse. Shepard m'a regardé pendant une longue seconde et a dit, « Elliot, pourquoi n'as-tu pas parlé comme ça dans chaque réunion ?» Je n'avais pas de bonne réponse à cela, mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à parler. Les choses ont évolué rapidement après cela. Shepard m'a mis sur le projet du front de mer en tant que co-responsable, ce qui était un pas de géant. Je travaillais plus longtemps, mais pour la première fois depuis des années, le travail semblait avoir un sens. Je ne faisais pas juste un travail, je construisais quelque chose. Le projet a été couvert par la presse locale en raison de l'aspect environnemental, et le nom de notre cabinet a été mentionné dans le journal. Mon nom a été mentionné dans le journal. Darcy a encadré l'article et l'a accroché au mur de notre bureau à domicile à côté de ses certifications d'infirmière. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de faire ça. Elle a dit, « Quelqu'un de ta famille devrait être fier de toi sur un mur. Autant que ce soit nous. » À peu près à la même époque, Darcy et moi avons découvert qu'elle était enceinte. Nous essayons depuis environ 1 an, et honnêtement, j'avais commencé à m'inquiéter que cela n'arrive pas. Mais un matin, fin février, elle est sortie de la salle de bain en tenant le test avec ce regard sur son visage, à moitié souriante, à moitié en larmes, et a dit, « Devine quoi, on va le faire. » Je l'ai soulevée et fait tourner dans la cuisine. Et pendant environ 5 minutes, tout dans le monde était parfait. Pas de dynamique familiale compliquée, pas de bagage émotionnel, juste 2 personnes qui s'aimaient découvrant qu'elles allaient avoir un enfant.
La nouvelle de la grossesse s'est répandue rapidement dans notre cercle. La famille de Darcy était aux anges. Sa mère, Jolene, prévoyait déjà une fête prénatale avant même que nous ayons la première échographie. Son père, Hank, m'a appelé et a dit « Bienvenue au club, fils. C'est le meilleur travail que tu auras jamais, et personne ne te forme pour ça. » Je connaissais la famille de Darcy depuis 6 ans, et ils m'ont traité comme l'un des leurs dès le premier jour. Jolene se souvenait de mon anniversaire. Hank s'enquiert de mes projets. Il me gardait une place à table sans qu'on me le demande. Être près d'eux était à la fois merveilleux et douloureux parce que cela me montrait exactement ce qui me manquait. J'ai hésité à annoncer la grossesse à maman. Darcy a dit que c'était mon choix et qu'elle me soutiendrait, quoi que je décide. Je suis allé et venu pendant 2 semaines. Une partie de moi voulait lui dire pour lui donner une autre chance de se montrer, de se soucier, d'être une grand-mère. Une partie de moi savait exactement comment ça allait se passer. Finalement, je lui ai envoyé un simple message texte. « Salut, maman. Je voulais que tu saches que Darcy et moi attendons un enfant pour octobre. » Elle a répondu 4 heures plus tard. Oh, waouh. Félicitations. Dis bonjour à Darcy de ma part. C'était tout. Pas de questions de suivi. Pas de « Comment se sent-elle ?» Pas de « Puis-je venir te voir ?» Pas de « Je vais être grand-mère ». Juste une phrase et demie qui aurait pu être une réponse à n'importe quelle nouvelle. J'aurais pu lui dire que j'avais acheté une nouvelle tondeuse à gazon et obtenir la même réaction. Sutton m'a envoyé un message plus tard dans la semaine. Maman m'a parlé du bébé. C'est génial. Puis, 2 minutes plus tard, maman a des problèmes d'argent. Elle pourrait avoir besoin d'aide pour le paiement de la maison ce mois-ci. Juste pour info. Et voilà. Je n'avais pas eu de nouvelles de ma mère depuis des mois. Et la première chaîne de communication réelle après mon annonce de bébé est arrivée avec une demande d'argent attachée, livrée par ma sœur comme une note de rançon. J'ai montré les messages à Darcy. Elle les a lus, a posé mon téléphone et a dit un mot. Non. J'ai dit que je n'allais pas le faire. Elle a dit, je sais, mais je voulais le dire à voix haute pour que tu l'entendes de quelqu'un d'autre que toi-même. Je n'ai pas envoyé d'argent. Je n'ai pas répondu à la demande. Ce que j'ai fait, c'est continuer à construire ma vie. Le projet du front de mer était en avance sur le calendrier. Le ventre de Darcy grandissait. Nous avions peint la chambre de bébé en vert sauge clair, et Hank avait construit un berceau à la main dans son atelier. Nous rencontrions le docteur Ham toutes les 2 semaines, et chaque séance donnait l'impression d'enlever une autre brique d'un mur que j'avais construit autour de moi. J'apprenais à prendre ma place, à me laisser voir, à accepter que la famille dans laquelle je suis né ne définissait pas la famille que j'étais en train de construire. Une nuit, en juillet, Darcy et moi étions assis sur notre porche arrière et elle avait les pieds sur mes genoux, et les cigales faisaient un vacarme incroyable comme elles le font en été en Caroline du Sud. Elle m'a regardé et a dit, « Tu es différent. Tu sais ça ?» J'ai dit, « Différent comment ?» Elle a dit, « Tu ris plus. Tu te tiens plus droit. Tu parles de ton travail comme si tu en étais fier. » J'ai réfléchi à cela pendant une seconde et j'ai dit, « Je pense que j'ai juste arrêté d'attendre la permission de compter. » Elle a souri et a dit, « Eh bien, ça te va bien. » Et là, sur ce porche, avec les cigales qui hurlaient et l'humidité assez épaisse pour nager, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Je me suis senti suffisant. Notre fils Boone est né le 9 octobre. Je l'ai appelé comme mon père. 7 livres et 11 onces, une chevelure sombre et un cri qui pouvait briser le cristal. Quand la infirmière l'a posé sur la poitrine de Darcy et qu'il a arrêté de pleurer et l'a regardé avec ses yeux immenses, j'ai pensé que mon cœur allait exploser physiquement. Je me suis tenu là dans la salle d'accouchement et je me suis fait une promesse. Je l'ai dite dans ma tête, mais je l'ai pensée avec chaque cellule de mon corps. Cet enfant ne se demandera jamais si son père l'aimait. Il ne restera jamais assis dans un parking à analyser un message texte. Il ne devra jamais mériter mon attention ou auditionner pour mon approbation. Il saura chaque jour de sa vie qu'il compte. La famille de Darcy est descendue comme la plus enthousiaste équipe de soutien du monde. Jolene est arrivée avec une semaine de repas surgelés. Hank venait tous les 2 jours pour tenir le bébé pendant que Darcy faisait la sieste. Nous étions épuisés et dépassés, et plus heureux que jamais. Maman n'est pas venue, n'a pas appelé, n'a pas envoyé de cadeaux ni de cartes.
Sutton a envoyé un message de félicitations et a dit qu'elle viendrait bientôt. Elle n'est pas venue. Environ une semaine plus tard, maman a envoyé un message qui disait « J'ai entendu dire que le bébé était arrivé. J'espère que tout va bien. Envoyez des photos quand vous aurez l'occasion. J'ai entendu dire que le bébé était arrivé. » Comme si elle recevait des informations de seconde main sur un événement météorologique dans un autre état. Je n'ai pas répondu. Nous savions tous les deux ce que cela signifiait, et nous étions tous les deux trop amoureux de notre fils pour laisser cela gâcher le moment. La vie avec un nouveau-né est chaotique, mais il y a une étrange clarté qui en découle. Tout le bruit dans ma tête à propos de maman, à propos de si j'étais trop sensible, s'est calmé parce qu'il y avait maintenant cet être minuscule qui avait besoin de moi complètement et je n'avais pas la bande passante pour continuer à pleurer une relation qui était morte depuis des années. Le docteur m'a dit, parfois, devenir parent est ce qui vous donne enfin la permission d'arrêter d'être un enfant. Le projet du front de mer s'est terminé en novembre, 2 semaines en avance sur le calendrier et sous le budget. Shepard m'a emmené dîner au restaurant et m'a dit que le cabinet créait un nouveau poste de collaborateur principal et qu'il voulait que je l'accepte. Cela incluait une augmentation significative, une participation au capital du cabinet et mon nom sur la porte. Pas littéralement sur la porte, mais sur l'entête de la société, ce qui, dans le monde de l'ingénierie, est à peu près la même chose. J'ai appelé Darcy depuis le parking du restaurant et elle a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Puis elle a dit, « Chérie vient de vomir sur moi et je m'en fiche complètement. C'est incroyable. J'étais dans la meilleure situation de toute ma vie d'adulte. Une femme formidable, un fils en bonne santé, une carrière en plein essor, une maison qui commençait enfin à ressembler à un foyer. Et c'est exactement à ce moment-là que maman a décidé de se montrer. Cela a commencé par un appel téléphonique début décembre. Numéro inconnu, que je ne décroche normalement pas, mais quelque chose m'a fait répondre. C'était soudain. Elle appelait du téléphone d'une amie car le sien était coupé. Elle parlait vite et semblait stressée. Elle a dit, « Elliot, je dois te parler de maman. Les choses vont mal. » J'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux dire par mal ?» Elle a dit, « La maison de maman était en saisie. Elle avait pris du retard sur le prêt hypothécaire depuis presque 1 an. Elle avait contracté un deuxième prêt sur la maison il y a quelque temps et ne pouvait pas suivre les paiements. La banque lui donnait 90 jours pour se mettre en règle où il commencerait les procédures. Sutton a dit qu'elle avait aidé autant qu'elle le pouvait, mais Grady l'avait quittée il y a 3 mois. Le salon où elle travaillait avait fermé et elle avait du mal à payer son propre loyer. J'ai écouté tout cela et j'ai ressenti exactement 2 émotions en même temps. Tristesse parce que, quels que soient nos problèmes, c'était toujours ma mère et je ne voulais pas qu'elle perde sa maison. Et une amère reconnaissance que je savais exactement ce qui allait suivre. Sutton a dit, « Maman a besoin d'aide, Elliot. Elle ne te le demandera pas elle-même parce qu'elle est trop fière, mais elle a besoin d'aide. » J'ai dit, « Sutton, elle n'est pas trop fière. Elle ne pense pas à moi, sauf quand elle a besoin de quelque chose. » Il y a eu un long silence au téléphone. Et puis Sutton a dit, « Ce n'est pas juste. » J'ai dit, « Elle n'est pas venue quand mon fils est né. Elle n'a pas appelé. Elle n'a même pas envoyé de carte. Mais maintenant elle a besoin d'argent et soudainement j'existe à nouveau. Dis-moi comment c'est juste. » Sutton n'a pas eu de réponse. Elle a juste dit, « C'est toujours notre mère, Elliot. » Et j'ai dit, « Ouais, c'est le cas. » Et j'essaie de lui faire agir comme tel depuis 13 ans. Après avoir raccroché, j'ai tout raconté à Darcy. Elle a écouté, les bras croisés, debout dans la cuisine avec cette expression qu'elle a quand elle traite quelque chose. Et vous feriez mieux de ne pas l'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit, « À quoi penses-tu » J'ai dit, « Je pense que je veux aider parce que c'est la bonne chose à faire, mais je ne veux pas être un chéquier qu'ils ouvrent quand c'est pratique et ferment quand ils n'ont plus besoin de moi. » Darcy a hoché la tête et a dit, « Alors ne le sois pas. Si tu vas faire quelque chose, fais-le selon tes conditions, pas les leurs. » J'ai passé les 2 semaines suivantes à y penser. J'ai parlé au docteur qui m'a rappelé que fixer des conditions n'est pas égoïste, c'est de l'autopréservation. J'ai parlé à Hank qui a dit quelque chose de simple mais de sage. Il a dit, « Mon fils, tu peux aider quelqu'un sans le laisser te marcher dessus. Il faut juste s'assurer que les règles du jeu sont claires avant le premier pas. » J'ai parlé à un conseiller financier du cabinet qui m'a aidé à comprendre ce qu'il faudrait réellement pour mettre à jour le prêt hypothécaire de maman. C'était beaucoup.
Pas une somme qui nous ruinerait, mais une somme qui signifierait de vrais sacrifices, retardant nos propres projets. Et puis j'ai eu une idée, pas une idée de vengeance, pas une idée mesquine, juste une idée très claire, très directe. Si j'allais aider à sauver la maison de maman, je ne le ferais pas dans l'ombre pendant qu'elle prétendrait que je n'existais pas. Elle allait devoir me regarder dans les yeux. Elle allait devoir avoir une vraie conversation. Et pour la première fois de ma vie, j'allais dire tout ce que je retenais. J'ai rappelé Sutton la semaine suivante et je lui ai dit que j'étais prêt à aider, mais que j'avais des conditions. Premièrement, maman devait m'appeler elle-même, pas par message. Pas via Sutton. Elle devait décrocher le téléphone et appeler son fils. Deuxièmement, nous allions avoir une conversation en personne chez elle, où nous parlerions de tout, pas seulement de l'argent, de tout. Les années d'ignorance, les messages d'anniversaire, l'album de Thanksgiving, le bébé qu'elle n'est jamais venue rencontrer, tout. Et troisièmement, elle devait rencontrer Boone. Elle avait un petit-fils qu'elle n'avait jamais vu. Et si elle voulait mon aide, elle allait s'asseoir dans une pièce avec lui et affronter ce qu'elle avait manqué. Sutton est restée silencieuse pendant longtemps. Puis elle a dit, elle n'aimera pas ça. J'ai dit, elle n'a pas à aimer ça. Ce sont mes conditions. Une autre pause. Puis Sutton a dit, je vais lui parler. J'ai dit, non, c'est elle qui m'appelle. C'est la condition numéro 1. Et j'ai raccroché. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était maman. Elle était silencieuse quand j'ai répondu et pendant une seconde, j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis elle a dit, Elliot. Et j'ai dit, salut, maman. Et elle a dit, d'une voix qui semblait plus petite que je ne l'avais jamais entendue, Sutton m'a dit, tu veux parler? J'ai dit, oui. Elle a de nouveau fait une pause et a dit, d'accord. Quand je lui ai dit que je viendrais le samedi, elle a dit, d'accord. Et puis, presque comme si cela lui coûtait quelque chose de le dire, elle a ajouté, amène le bébé. J'ai raccroché et j'ai regardé Darcy, qui avait écouté depuis l'autre bout de la pièce avec Boone endormi sur son épaule. Elle a levé un sourcil et a dit, elle a appelé. J'ai dit, elle a appelé. Darcy a dit, comment te sens-tu? J'ai réfléchi une seconde et j'ai dit, comme si j'étais sur le point d'entrer dans un examen final pour lequel j'ai étudié toute ma vie. Elle a dit, tu vas y arriver. Puis elle m'a embrassé sur le front et a dit, et si elle commence quoi que ce soit, je serai dans la voiture avec le moteur en marche. Ce samedi matin-là, j'ai chargé la voiture. Boone dans le siège arrière dans son siège auto, regardant son propre poing comme si c'était l'objet le plus fascinant de l'univers. Darcy est montée avec moi, mais a dit qu'elle resterait dans la voiture pour la première partie, car c'était quelque chose que je devais faire avec maman seule. Je n'ai pas discuté. J'ai conduit 3 heures, les mains agrippées au volant, et un discours dans la tête que j'avais répété 100 fois. Je n'étais plus en colère. Je n'étais plus triste. J'étais juste prêt. Maman se tenait sur le porche quand je suis entré dans l'allée. Elle semblait plus petite que je ne m'en souvenais. Elle portait un cardigan que je reconnaissais de mon enfance. Ce vieux truc vert olive avec des boutons en bois qu'elle portait quand elle s'asseyait sur le porche avec papa. J'ai coupé le moteur, j'ai pris une profonde inspiration et je suis sorti. Elle a regardé le siège auto à l'arrière, et son visage a eu une expression compliquée. Pas tout à fait un sourire, pas tout à fait des larmes. J'ai détaché Boone et les tenu contre ma poitrine, puis j'ai gravi les marches du porche. Elle l'a regardé longtemps. Puis elle a dit, il ressemble à ton père. J'ai dit, il s'appelle Boone. C'est là que son visage s'est défait. Elle s'est couvert la bouche d'une main et a dit, oh, Elliot, juste mon nom, rien d'autre. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. Pas encore. J'ai dit, peut-on entrer? Elle a hoché la tête et a tenu la porte ouverte, et j'ai porté mon fils dans la maison où j'ai grandi et je me suis assis sur le canapé où je regardais des dessins animés avec mon père le samedi matin. Nous nous sommes assis dans le salon, moi sur le canapé avec Boone sur mes genoux. Maman dans le fauteuil inclinable en face de moi. Sutton n'était pas là. Je lui avais dit que c'était entre moi et maman. La maison avait l'air fatiguée. La peinture s'écaillait dans le couloir, une tache d'eau au plafond que je n'avais pas remarquée auparavant, le robinet de la cuisine qui goûtait dans le silence. Maman a joint ses mains sur ses genoux et a dit, « Je suppose que vous voulez parler de l'argent. » J'ai dit, « Non, je veux d'abord parler de tout le reste. » Elle a cligné des yeux.
Je pouvais dire qu'elle s'était préparée pour une conversation financière, peut-être un peu de culpabilité, peut-être une négociation rapide. Elle ne s'était pas préparée à ça. J'ai dit, maman, j'ai besoin de te dire des choses, et j'ai besoin que tu m'écoutes juste. Peux-tu faire ça? Elle a hoché la tête lentement, comme si elle n'était pas sûre de pouvoir le faire, mais qu'elle allait essayer. Alors, je lui ai tout raconté. Les années où je me suis senti invisible, parcourant 3 heures pour réparer des choses dans sa maison et n'ayant jamais été interrogé sur mon état. Les messages d'anniversaire identiques et les 40 minutes dans un parking. L'album de Thanksgiving de 23 pages sans une seule photo de moi. Lui raconter ma promotion et recevoir moins d'enthousiasme qu'elle n'en avait montré pour le gloss à lèvres de Sutton, lui dire que j'allais être père et obtenir une réponse plus courte qu'un email de spam. La naissance de Boone, le jour le plus heureux de ma vie. Et sa propre grand-mère n'a pas appelé. Je gardais ma voix ferme tout le temps. Pas de cris, pas de larmes, juste des faits livrés les uns après les autres comme si l'on posait des briques. Et avec chacun d'eux, j'ai vu le visage de ma mère changer. La défensive qui était là au début, le léger relèvement du menton, la posture, nous y voilà, tout cela a fondu. Au moment où je suis arrivé à la partie concernant Boone, elle pleurait. Des pleurs silencieux, constants, le genre qui vient de quelque chose de profond et d'ancien. Quand j'ai eu fini, j'ai dit, je ne te dis pas cela pour te blesser. Je te le dis parce que j'ai passé 13 ans à prétendre que cela ne me blessait pas, et je ne peux plus faire ça. J'ai un fils maintenant. Et j'ai besoin qu'il grandisse dans une famille où les gens disent ce qu'ils pensent et pensent ce qu'ils disent, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Maman est restée silencieuse longtemps. Boone a gargouillé sur mes genoux et a attrapé mon doigt, ce qui était le seul son dans la maison à part ce robinet qui goûtait. Puis, maman a dit, je ne savais pas, j'ai dit, vous n'avez pas demandé. Elle a tressailli à cela, mais elle n'a pas discuté. Elle a dit, après la mort de votre père, je pense que quelque chose s'est cassé en moi. Sutton était juste là, et elle avait besoin de moi d'une manière que je pouvais comprendre. Elle était bruyante à ce sujet. Tu as toujours été si calme, Elliot. Si autosuffisant. Tu n'as jamais semblé avoir besoin de quoi que ce soit. J'ai dit, j'avais besoin de vous, maman. J'ai juste arrêté de demander parce que la réponse était toujours non. Cela a frappé fort. Elle a dit, je suis tellement désolée. Et je l'ai cru, non pas parce que les mots étaient magiques, mais à cause de la façon dont elle les disait, comme s'il lui était arraché contre des années de fierté et d'auto-tromperie. Elle a dit, je ne sais pas comment arranger ça. J'ai dit, vous pouvez commencer par être honnête sur ce qui s'est passé, pas seulement avec moi, mais avec vous-même. Elle a regardé Boone, qui s'était endormi sur ma poitrine, le poing serré autour de mon col. Elle a dit, puis-je le tenir? J'ai hésité parce que ce moment ressemblait à une ligne tracée. D'un côté, il y avait tout ce qui était avant. De l'autre, il y avait ce qui allait suivre. Je le lui ai donné. Elle l'a serré contre son épaule, a fermé les yeux et l'a bercé. Et j'ai vu quelque chose sur son visage que je n'avais pas vu depuis des années. Une reconnaissance, pas du bébé, mais de ce qu'elle avait manqué. Après un moment, j'ai dit à propos de la maison. Elle a secoué la tête. Elle a dit, vous n'avez pas à le faire. Je ne vous ai pas appelé à cause de la maison. J'ai dit, je sais que c'est pour ça que Sutton a appelé, mais je ne fais pas ça pour Sutton. Je le fais parce que papa aurait voulu que cette maison reste debout et parce que Boone mérite de rendre visite à sa grand-mère dans l'endroit où son grand-père a vécu. Elle s'est remise à pleurer à ce moment-là, et cette fois, je l'ai laissé faire. Je lui ai dit que j'allais mettre à jour le prêt hypothécaire, mais que j'avais des conditions qui n'étaient pas liées à l'argent. Je voulais avoir de ces nouvelles régulièrement, pas par l'intermédiaire de Sutton, de vraies conversations. Je voulais qu'elle vienne à Charleston et qu'elle rencontre la famille de Darcy et qu'elle voie la vie que j'avais construite. Je voulais qu'elle soit une vraie grand-mère, pas un concept. Et je lui ai dit que si elle retombait dans ses anciennes habitudes, je partirais. Pas par colère, par respect pour moi-même. Elle a accepté tout cela. Qu'elle puisse tenir ses promesses était une autre question, mais à ce moment-là, elle a accepté et elle l'a pensé. Avant que je ne parte, elle m'a demandé d'attendre. Elle est allée dans la chambre arrière et est revenue avec une petite boîte en carton. Elle l'a ouverte sur la table de la cuisine et à l'intérieur se trouvaient des photographies, des dizaines d'entre elles. Des photos de moi bébé, moi et papa dans le jardin, moi à mon exposition scientifique de collège,
moi en toge à ma remise de diplôme. Elle a dit, je ne pouvais pas mettre ces photos dans l'album. Chaque fois que je les regardais, je voyais ton père et je ne pouvais pas le supporter. Elle a marqué une pause. J'ai mis ce tonne dans l'album parce que la regarder ne me faisait pas mal. Te regarder me rappelait toujours ce que j'avais perdu. Ce n'était pas une excuse. Elle le savait et je le savais. Mais c'était une raison. Et parfois, une raison suffit pour commencer à construire un pont, même si le pont met du temps à être terminé. J'ai emporté la boîte de photos avec moi. Darcy attendait dans la voiture avec 2 cafés froids et un regard sur son visage qui disait qu'elle surveillait la maison comme un faucon pendant 90 minutes. Je suis monté, j'ai mis Boone dans son siège auto et je me suis assis une seconde. Elle a dit, comment ça s'est passé? J'ai dit, elle a tenu le bébé. Elle a pleuré. Elle s'est excusée. Elle m'a montré des photos de papa qu'elle cachait parce que les regarder lui faisait trop mal. Darcy a pris note de cela, puis a dit, dans la maison. J'ai dit, nous allons aider, selon nos conditions. Elle a hoché la tête. Bonne condition. J'ai dit, le mieux que j'ai pu faire. Elle a dit, alors elles sont assez bonnes. Cela fait 8 mois. Maman a appelé tous les dimanches depuis. Tous les appels ne sont pas géniaux. Certains sont gênants. Certains sont courts. Mais elle appelle. Elle est venue à Charleston au printemps et a tenu Boone dans notre jardin pendant que Jolene servait de la limonade et que Hank lui montrait le berceau qu'il avait construit. Elle a de nouveau pleuré, mais cette fois, c'était des larmes différentes. Elle et Darcy ne sont pas meilleures amies, mais elles sont cordiales et maman a dit à Darcy que sa recette de cheesecake à la citrouille était la meilleure qu'elle ait jamais eue, ce qui, venant de Francine, est pratiquement une déclaration d'amour. Sutton et moi sommes aussi dans une meilleure situation. Nous avons une autre propre conversation, plus courte, où je lui ai dit qu'utiliser moi comme distributeur de billets et comme service de messagerie n'était pas une relation. Elle a d'abord résisté, mais a fini par dire, je pense que je m'étais habitué à être la favorite, et je ne réfléchissais pas à ce que cela signifiait pour toi. Ce ne fut pas une excuse complète, mais c'était un début. La maison est toujours debout. Maman paie ses mensualités. Boone rampe maintenant et a une personnalité qui est un mélange de l'entêtement de Darcy et de la curiosité de mon père. Il s'accroche au meuble et vous regarde avec une expression comme s'il essayait de comprendre comment fonctionne le monde entier. Je le regarde parfois et je pense à ce message d'anniversaire, celui qui a tout déclenché. Les mêmes mots, la même faute de frappe, copié-collé comme si j'étais un élément d'une liste de tâches. Cela semble si petit maintenant, mais parfois, ce sont les petites choses qui vous font finalement prêter attention. Dimanche dernier, maman a appelé et à la fin de la conversation, elle a dit « Joyeux dimanche, mon cœur ». Et le fait est qu'elle l'a dit comme si elle le pensait. Pas copié-collé, pas recyclé, tout neuf, juste pour moi.